Je vais lui demander de bien vouloir nous présenter en 10-12 minutes, sans prendre trop de temps. Pour ceux en particulier qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a encore une fois, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui connaissent bien, peut-être qui ont fait ces formations, etc. Mais il y en a qui découvrent rapidement ce qu'est ce principe vital. Et puis on rentrera après davantage dans ces questions de calendrier Maya. En fait, la théorie du dédoublement du temps, on pourrait plutôt parler de dédoublement de la perception du temps. Car en tant qu'observateur, nous avons l'impression d'être observateurs dans un temps unique, celui que l'on constate autour de nous, dans la vie quotidienne, alors que nous sommes présents dans d'autres temps avec une autre perception du temps. Évidemment, ça nécessite des explications que je ne ferai pas ce soir, mais l'application dans le quotidien, c'est l'instinct et l'intuition. C'est la première fois que la science arrive à définir ce qu'est l'anticipation, l'instinct, l'intuition, et allons même de la voyance, voir le futur avant de le vivre, le changer avant de le vivre. Alors, tout à l'heure, Rémi parlait des difficultés à faire admettre certaines découvertes scientifiques, mais il est évident que lorsqu'on parle d'intuition, de voyance, de prédiction, de changer le futur, les scientifiques tiquent, et ils ne lisent pas. Or, qu'est-ce qu'on en a à faire, après tout? De toute façon, comme disait Schopenhauer, dont vous avez vu un extrait tout à l'heure, il y a une phase de ridiculisation, une phase d'opposition et une phase d'évidence. Nous en sommes à la fin de l'opposition et au début de l'évidence. Pourquoi l'évidence? Parce que c'est ce qui nous entoure qui montre la réalité de la théorie du dédoublement. En particulier, on vient de donner le prix Nobel à deux astrophysiciens, Brian Schmidt et Saul Perlmutter, que je cite depuis 15 ans dans mes publications scientifiques, comme étant justement ceux qui ont permis de mettre en évidence le champ de force antigravitationnel de 66,6% dans l'univers par l'accélération de l'expansion de l'univers, chose qui est la base même de la théorie du dédoublement. Donc si déjà on donne le prix Nobel pour une force qui était complètement interdite il y a simplement une dizaine d'années, surtout en France, parce qu'en France, on est souvent en retard pour ça. Les ondes gravitationnelles ont été accueillies en France sous forme de... L'univers aurait un effet répulsif grâce à une entité. C'est pas mal, ça, quand même, au niveau scientifique. Vous voyez qu'on est un petit peu en retard, mais quelle importance. Ce qui compte, c'est pouvoir appliquer ça dans le quotidien. Et pour appliquer ça dans le quotidien, d'abord, il y a une première chose évidente, c'est que ça m'a permis de voir que les anciens connaissez cela, et le calendrier Maya dont je veux vous parler ce soir en est la preuve. Ce calendrier n'est qu'un calendrier. Il n'a rien de plus qu'un calendrier. Il n'y a pas de fin du monde. Mais par contre, il y a un cycle de dédoublement du temps. Et le calendrier Maya est exactement la représentation du cycle de dédoublement du temps. Et il y a un cycle de 5130 ans. Et ce cycle est indiqué, et il s'arrêterait, d'après certains calculs, le 21 décembre 2012. Alors ça, vous savez, ça dépend des calculateurs. Il y en a, c'était septembre 2010, d'autres qui comptent l'année 0 comme une année. J'ai vu ça une fois, c'est-à-dire que -1 avant Jésus-Christ, c'est une année, 0, c'est une année, et +1 après Jésus-Christ, c'est une année. Alors vous voyez que les calculs peuvent être des fois très fantaisistes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce cycle? Un autre cycle redémarre. Et il y a une période de transition dont je voudrais vous parler. Parce que cette période de transition est très importante. Elle nous apporte des éléments nouveaux que les anciens appelaient tout simplement des bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur. Des bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur. Dans un cycle qui correspond à un cycle dont on peut peut-être voir... Voilà. Alors, juste, on va faire un petit préalable. Au sujet du zodiaque, parce que quand il m'a parlé du zodiaque, donc une précision qui est importante, c'est que celui de l'horoscope est différent du zodiaque de précession des équinoxes. Pour moi, le zodiaque notre horoscope, il démarrait avec le bélier, et pas du tout, me dit Jean-Pierre, mais non seulement il démarre pas avec le bélier, mais il ne tourne pas dans le même sens. Donc voilà, le zodiaque, celui de notre horoscope, c'est un cycle annuel, il va du bélier vers le poisson, et le zodiaque de la précession des équinoxes, il dure 24 840 ans,
plus une période de transition. Alors c'est là-dessus que j'ai passé 48 dernières heures, pour comprendre que 24 840 ans pouvait être égal à 25 920 ans selon qu'on se situe à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Selon qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur du cycle. Voilà. Donc le cycle de dédoublement et le cycle des naissances, ils tournent pas dans le même sens. Là, évidemment, le rapport n'est pas parfait. Mais si l'on s'intéresse au cycle de précession des équinoxes, on a cette période de 24 840 ans, 4 fois 5 130 ans, plus 4 périodes de transition de 1080 ans. Et il va donc du début du Verseau au Bélier. Il y a à chaque fois, on peut le scinder en 4 périodes, et c'était pour moi une découverte, des périodes. Donc il y a des jours et des nuits. Jean-Pierre nous expliquera ça. On peut le dire déjà. Oui. Pourquoi jour et nuit? Ce qui prouve que les anciens connaissaient parfaitement la loi du dédoublement et son application dans le quotidien. Car comment nous utilisons le temps, la perception du temps dans notre quotidien? Dans la journée, nous fabriquons par nos pensées des futurs potentiels. Tout ce que vous pensez fabrique la conséquence de vos pensées. Alors évidemment, il y a intérêt à arranger cela avant de le vivre. Alors vous allez vous coucher et pendant la nuit, votre double, car nous ne pouvons considérer que nous sommes dans 2 temps à la fois, notre double va arranger ce que nous avons dérangé au cours de la journée. Donc le jour est fait pour fabriquer des potentiels, la nuit est fait pour les arranger en les mémorisant. Et bien vous avez sur le cycle de 24 840 ans des périodes de 2000 ans pendant lesquelles vous allez fabriquer votre futur et des périodes de 2000 ans pendant lesquelles vous allez arranger votre futur. Et c'est là où il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est que pour arranger le futur, c'est la nuit, et pour fabriquer le futur, c'est le jour. Mais nous n'avons qu'un seul double. Un double dans un autre temps, puisque vous avez 3 temps si vous me suivez un petit peu, passé, présent, futur, on peut dire ça comme ça. Donc si je suis au cours d'une nuit, je dois arranger mon futur, il faut que mon double soit dans le passé, pour avoir une mémoire de ce qui s'est déjà passé. Et puis si je suis pendant le jour à fabriquer des futurs, là c'est l'inconnu, mon double est dans le futur, en train de me fabriquer des potentiels. Ça signifie que les incarnations au cours des jours et des nuits de 2000 ans ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, à l'époque du Bélier, qui était le jour précédent le Poisson, il y a 2000 ans, tous ceux qui naissaient sur Terre avaient leur double dans le futur pour fabriquer du futur. Et maintenant, nous avons vécu la nuit du Poisson. Dans cette nuit, nous avons le double dans le passé pour arranger les futurs qui ont été bâtis avant. Ces futurs, ce sont des potentiels. Nous les vivons maintenant en les arrangeant. Et alors, vous allez dire, mais comment les doubles passent du futur au passé ou du passé au futur? Eh bien, il faut que tous les 2000 ans, il y ait une incarnation spéciale qui vient sur Terre pour faire passer nos doubles d'un côté et de l'autre. Le vieux mot grec qui était utilisé pour cela, c'était anatar, qui en sanskrit est devenu avatar. Il y en avait donc 12, puisqu'il y a 6 jours et 6 nuits. Le dernier en date, il y a 2000 ans, il s'appelait Jésus. C'est le 12e avatar, ça n'a rien d'un dieu, c'est juste un avatar, comme les 11 autres. Seulement, arrivant le dernier, il fait la synthèse des 12. Ce qui fait que, à la fin du cycle de dédoublement, la meilleure mémoire que nous puissions avoir est en lui. C'est aussi la raison pour laquelle aider d'autres créatures, la dernière, la plus importante étant Mahomet, qui vient 630 ans après, suivant un cycle connu des Mayas, vient pour nous dire, c'est pas moi qui vais revenir à la fin, mais c'est celui qui fait la synthèse et qui s'appelle Issa de Myriam. Alors vous voyez que si je parle comme ça à l'Académie des sciences, c'est pas sûr qu'ils me suivent. Hein. Pourtant, ils sont immortels. Nous avons des immortels. Et vous savez, en France, on est curieux, on a des immortels, mais d'un autre côté, nous sommes le seul pays à considérer que la décorporation, vous savez, sortir de son corps, c'est reconnu scientifiquement aux États-Unis depuis déjà 60 ans. C'est utilisé par les militaires français et étrangers depuis plus de 60 ans.
Pour la recherche civile française, en mars 2010, dans la revue La Recherche, il y avait un titre qu'on avait réussi, en touchant le cerveau, à avoir une illusion de sortie de corps. Une illusion de sortie de corps. Alors moi j'ai dit à tout le monde, venez mourir en France. Parce que la mort est une décorporation. Donc en France, c'est une illusion la mort. Nous sommes immortels. Vous voyez qu'on en arrive à des choses assez ahurissantes. Ce genre de discours, qui est un discours qui, à mon avis, met des mensonges dans le placard, ne plaît pas aux scientifiques dont leur découverte intéressante ne va pas au bout des choses. On ne veut pas admettre qu'autrefois on connaissait cette loi du dédoublement des temps et que cette loi empêchait toute hiérarchie. Car si chacun a en soi un double pour le guider, qu'est-ce qu'on a besoin du double des autres? Ah oui, ça change pas mal de choses, ça aussi. Alors on arrive à une chose, il faut le savoir, c'est que maintenant, nous avons été guidés jusqu'à présent par une pyramide. Vous savez, il y avait les dirigeants hauts et la base qui suivaient. L'information arrivait par le sommet de la pyramide et dégringolait sur la base. Maintenant, vous prenez la pyramide et par capillarité, vous lui mouillez la base de toutes les informations et c'est par la base que l'information va remonter au sommet pour nous faire changer un petit peu de mode de vie. C'est ce qui vous a enseigné, c'est ce qui vous a poussé à enseigner la théorie du dédoublement. On dit ah oui, Garnier-Mallet, il fait des stages, etc. Sans attendre d'avoir cette reconnaissance officielle par les institutions. Et voilà. Alors ça ne plaît pas du tout, du tout. Mais quelle importance? Ce dédoublement du temps, il commence à être connu par des applications. Je vous ai cité 2 prix Nobel, il y en a d'autres. Il y a le boson de Higgs, c'est quand même quelque chose aussi. Regardez au niveau scientifique. On vient de donner le prix Nobel à quelqu'un qui a découvert le chat de Schrödinger. C'est-à-dire, il a découvert qu'il y avait 2 états potentiels possibles en même temps pour une particule. Il a pris un photon, il a eu 2 photons, et il les a montrés dans 2 états différents en même temps. C'est connu depuis longtemps, l'histoire du chat de Schrödinger. On lui a donné le prix Nobel. Peter Higgs est toujours vivant. Dans les années 50, il a eu l'intuition qu'il avait besoin d'avoir ce fameux boson, qu'on appelle donc le boson de Higgs. On vient de découvrir ce boson. Vous ne croyez pas qu'on aurait pu donner le prix Nobel à Higgs de son vivant? Mais oui, mais c'est que ça pose un grave problème. C'est qu'il y a un créateur. Ah, ben alors s'il y a un créateur, on va quand même pas donner le prix Nobel au créateur. Parce que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de créateur, qu'on est là par hasard, ah ben alors le hasard, vous me donnez ça au chat de Schrödinger? Vous voyez qu'on est dans une drôle de société. Alors il faut aller plus vite que la société. Il faut savoir que nos pensées fabriquent des potentiels, surveillez vos pensées, et vous allez voir que la fin du cycle de dédoublement des temps, que les anciens appelaient fin des temps, n'est qu'un simple passage dans un calendrier avec un bon réveillon qu'on fait le 31 décembre pour se réveiller le 1er janvier. Et vous verrez que le 21, vous pouvez aller vous coucher avec du champagne et vous réveillerez le lendemain matin sans aucun problème. Maintenant, si vous pensez qu'il va y avoir des chaos phénoménaux, votre pensée crée les chaos et vous pourrez les vivre. Donc c'est ça qu'il faut faire connaître. C'est la raison qu'on s'est un petit peu précipité pour sortir ce livre, exprès avant le 21, parce que évidemment dire tout ça en mois de janvier, ça aurait été un peu stupide. Mais d'autre part, pour ceux qui liront le livre, vont s'apercevoir qu'il y a des mensonges qui durent depuis 2000 ans, qui nous ont entraînés dans des cul-de-sac, des gros cul-de-sac, dans des dogmes et des postulats qui n'ont aucune valeur. Et c'est ça, ce soir, je voudrais vous en montrer un. Et il s'agit justement de ce calendrier Maya qui nous montre que déjà... Ah oui, le Maya, vous savez, c'est le début de notre ère chrétienne. Mais c'est un calendrier qui date de au moins 5000 ans, puisqu'on parle d'un cycle de 5130 ans. Donc, c'est un simple calendrier, et dans ce calendrier, il est interrompu 4 fois. Vous avez là la représentation
de ce calendrier, où vous voyez qu'il y a 4 périodes clés. Scorpion, Lion, Taureau, Verseau. Eh bien, figurez-vous que dans un monde comme le nôtre, qui suit un cycle de dédoublement de temps, notre monde s'ouvre sur l'extérieur, de façon cyclique, tous les 5130 ans. C'est-à-dire sur l'extérieur. Notre monde va voir ce qui se passe à l'extérieur, ou l'extérieur vient voir ce qui se passe dans notre monde. Là encore, nous sommes protégés en France, puisqu'il n'y a pas d'extraterrestres en France. Donc venez vous réfugier en France, car les anciens appelaient ça l'invasion des dieux. L'invasion des dieux qui se part donc au Scorpion, au Lion, au Taureau, au Verseau, qui dure 1080 ans, avec une ouverture de 90 ans. Nous sommes en train de vivre l'ouverture de 90 ans de l'époque du Verseau. Personne ne le sait. C'est le début de cette invasion des dieux. Ici, sur la fin, là, on est ici, là, Jean-Pierre. Juste que je ne me trompe pas. Voilà. On arrive aux 90 ans qui nous séparent du Poisson et du Verseau. Époque de transition entre les 1000 ans qui vont suivre, et ces 1000 ans sont une zone de transition entre les 24 840 ans d'un cycle et du suivant, ce qui fait 25 920 ans, qui est le cycle parfaitement constaté de précession des équinoxes. Alors pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que la précession des équinoxes, disons que, si vous voulez, l'étoile polaire que vous voyez en ce moment, là, au-dessus de nous, il y a 12 500 ans, c'était pas la même. Mais dans 12 500 ans, ça sera celle qui avait eu lieu il y a 12 500 ans. C'est-à-dire que c'est comme si la Terre tournait comme un pendule, et que le fil du pendule tourne suivant un cône. Et ce cône fait un tour complet en 25 920 ans. La théorie du dédoublement nous montre qu'il y a 6 jours et 6 nuits de 2070 ans, séparés par des périodes de 90 ans, ce qui fait 24 840 ans, et entre deux cycles, une période de transition de 1080 ans. Et nous vivons les 90 ans de l'ouverture de ces 1000 ans, que les anciens appelaient l'âge d'or de 1000 ans. Vous avez peut-être entendu parler des millénaristes. Alors vous voyez, ça ne peut pas faire l'objet d'un compte-rendu à l'Académie des sciences. Et donc, pourtant, c'est tout à fait scientifique. Donc on va là vers une période qui devrait voir à nouveau l'invasion des dieux. Alors qu'est-ce que c'est que cette invasion des dieux? Ben déjà, on vient de donner, je vous l'ai dit, le prix Nobel à des gens qui ont découvert les ondes antigravitationnelles. Ben on s'aperçoit que tous les 5000 ans, il y a 5000 ans, enfin un peu plus, il y a 12 000 ans, il y a eu des constructions sur la Terre qui nécessitaient des forces inouïes. Vous avez un très bon film qui a été fait d'après un ouvrage de Grimaud qui passe sur Internet, Révélation des pyramides, voilà, quelque chose comme ça. Qu'on essaiera de passer après, s'ils nous entendent, après la conférence avec Georges Vermar, c'est-à-dire en mars ou en avril, si je vais essayer de rentrer en contact avec eux pour diffuser ce film et les inviter à venir en parler parce qu'il est vraiment très étonnant. Il y aura quelques visuels là qui suivent après. Vous vous rendez compte, je ne sais pas, vous prenez un enfant de 2 ans là qui voit son grand-père, il le soulève en l'air, il souffle et le grand-père s'en va. Alors, comment ça existe des forces de ce genre? Ben oui, quand même, il faut étudier ça scientifiquement et voir comment ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Sauf que ça ne peut pas fonctionner n'importe quand. Voilà, ça fonctionne tous les 5130 ans. Alors les dieux sont venus il y a 5130 ans. Ils nous ont laissé des vestiges. Et puis ils ont dit, on revient dans 5130 ans. Le calendrier Maya qui porte l'ouverture d'une porte au départ et la fermeture à l'arrivée fait que ça devient 5125 ans. Mais il y a un terme correctif qui fait qu'en fait c'est 5130 ans. Eh ben, simplement ce calendrier vous dit, ben voilà, les dieux vont revenir. Alors qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent des bonnes nouvelles, disait-on. Et comment se disaient les bonnes nouvelles autrefois, où la langue du bassin méditerranéen était le grec? Eh bien, les bonnes nouvelles qui étaient apportées par les dieux, c'était les évangiles. Et il y en avait 4. L'évangile du scorpion, oh, il était dangereux celui-là. Là, c'était très dangereux. La seule bête qui puisse ne pas craindre le scorpion, c'est l'aigle. Alors on représentait cette période par un aigle qui bouffe le scorpion. Ensuite, c'est l'époque du lion. Ensuite, c'est l'époque du taureau. Puis l'époque du visage de la créature du Verseau.
Ce sont les quatre évangélistes. Et en fait, ce sont les 4 évangiles. Les quatre évangiles qui amènent l'invasion des dieux de 1000 ans, tous les 5000 ans. La mythologie grecque, les mythologies égyptiennes, sumériennes, tout ça en parle. On y a mis du mysticisme, de l'ésotérisme, pour cacher le côté scientifique. Parce qu'en effet, on retrouve ça chez les Sumériens. Il y a même quelque chose d'ahurissant dans les tablettes sumériennes. On nous dit qu'il y a 5000 ans, et là ça correspond au calendrier hébraïque, il y aurait eu 6 déesses qui auraient fabriqué l'homme. C'est-à-dire l'homme qui va survivre pendant 5130 ans. Et qu'est-ce qu'on vient de s'apercevoir? Que notre ADN est issu de 6 femmes. Tiens donc. Donc ça, c'est démontré scientifiquement. Oui, tout ça, c'est caché. C'est caché ou c'est découvert? Non, c'est-à-dire, c'est connu, mais c'est ridiculisé. D'accord. C'est-à-dire qu'on a tellement rajouté de choses stupides autour de ça qu'on ne peut plus croire ça. Mais on se dit quand même, vous vous rendez compte, 6 milliards, presque 7 milliards d'individus issus de 6 femmes, c'est écrit dans les tablettes sumériennes. Alors, curieusement, au début de la guerre de l'Irak, les tablettes sumériennes ont été prises par les Américains pour qu'elles ne soient pas détruites. Or, ces tablettes sumériennes étaient en fait des tablettes qui avaient plusieurs couches. Alors, il y avait le côté scientifique qui était à l'intérieur, puis à la fin, c'est devenu des choses de commerce. Allez, on vend tant de blé, on achète tant de vin, etc. Mais dessous, il y avait des informations scientifiques. Les Américains ont remis les copies en Irak et ont gardé les originaux. À votre avis, pourquoi? Étaient scannés. Pour compter les quintaux de blé. Première chose qu'ils ont faite en allant en Irak, c'est aller dans un oasis qui s'appelle la Porte du Soleil et vider le musée des tablettes sumériennes. Curieux, non? Alors regardez, c'est simple, il y a 4 évangiles de 1000 ans qui apportent les dieux sur terre. Il y a 12 000 ans, il y a les pyramides. Georges Vermar pourra vous montrer que c'est vraiment 12 500 ans, même si les machins trucologues disent le contraire. Parce qu'on a pu dater ça par la géologie. À cause d'un être assez connu, ce qui est Zacharias Sitchin, qui a permis à des géologues de venir sur place pour vérifier ces dires et montrer qu'en effet, le sphinx datait de 12 500 ans au niveau de l'érosion. Oui, tout ça, des pyramides inconstructibles. On ne sait pas le faire. On nous dit, il y a des blocs de pierre de 900 tonnes qui sont montés sur des bateaux qui ont fait 800 km, qu'on a déplacés, il y a 20 millions de blocs comme ça, et on a fait ça en 20 ans. Oh là là. Et malgré les séismes, la structure n'a pas bougé. Alors c'est assez inquiétant. On nous dit que Stonehenge, c'est des blocs qui ont fait 500 km en brouette. En brouette. L'île de Pâques, on les a fait danser comme des quilles. Puis on va s'apercevoir que c'est faux parce qu'il y a autant de statues dans le terre qu'il y en a en l'air. Alors vous imaginez la taille de la quille. Alors il paraît qu'ils ont enroulé de ça de corde, puis en dansant, ils faisaient avancer la quille. Ça devait être drôle, hein, sur l'île de Pâques. Et votre théorie, c'est quoi alors ma théorie est toute bête. Il y a un cycle de dédoublement des temps qui est vital, que nous utilisons chaque jour et chaque nuit pour survivre, qui nous permet de l'anticipation des potentiels. En fait, nous ne vivons pas dans le hasard, nous fabriquons de quoi vivre avant de le vivre. Et chaque nuit, nous allons arranger ce qui va nous permettre de vivre à une condition, c'est de savoir qu'on a un double et qu'il faut faire travailler ce double pour arranger le potentiel. Sinon, on vit n'importe comment, avec n'importe quoi, car les potentiels ne sont pas personnels. Je peux vivre avec le potentiel qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre. Ah, ça me donne une responsabilité aussi. Alors il y a une loi toute bête qui a été enseignée par 3 grands scientifiques, Bouddha, Jésus et Mahomet, qui sont égaux, puisque c'était des créatures télépathes. En télépathie, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont dit tous les 3? Pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. Comme ça, tes potentiels, ils sont bons pour tout le monde, et toi, tu peux ramasser les potentiels de n'importe qui.
Mahomet l'a dit d'une façon un peu différente, aime pour ton frère ce que tu aimerais que ton frère aime pour toi. Mais alors là où on a tout confondu, c'est qu'on a fait de l'amour une énergie, alors que c'est une émotion. Le contrôle de la pensée n'est pas de l'amour. Je peux contrôler ma pensée vis-à-vis de quelqu'un que je déteste, parce qu'il fait des choses détestables. Alors vous voyez que les principes philosophiques et religieux qui arrivent en fin de siècle, là, sont basés sur des émotions. La haine, l'amour, la compassion. Alors que la seule énergie, c'est l'énergie de la pensée. Et le contrôle de la pensée ne nécessite aucune émotion. Aimer les autres, c'est facile, comme disait Sacha Guitry, moi j'aime la moitié de l'humanité, toutes les femmes. Alors on se trompe. Alors que, reprenons ce calendrier tout bête, pendant 5000 ans nous vivons dans le hasard, loin de notre double, loin de toute perception des autres temps, et tous les 5130 ans, nous allons pouvoir vivre avec la perception des autres temps. Les anciens appelaient ça l'apport de 4 bonnes nouvelles. En grec, ça veut dire être bien, et évangile, c'est la bonne nouvelle pour être bien. La nouvelle pour être bien. Alors vous voyez que déjà, qu'on ait fait 4 évangiles chrétiens, où les 4 évangélistes sont représentés par l'aigle ailé, le lion ailé, le taureau ailé et le visage humain ailé, soit c'est un mensonge par obscurantisme, soit c'est un mensonge volontaire. Saint Irénée est à la base de ça au IIIe siècle après Jésus-Christ. On a institué quelque chose, peut-être parce qu'on croyait que ces histoires de Dieu, la mythologie, tout ça, c'était des balivernes, et qu'il fallait remplacer une tradition par une autre. Alors on a inventé 4 évangiles canoniques, faisant disparaître l'âge d'or de 1000 ans des 4 périodes évangéliques. Et ce calendrier maya nous montre une chose extraordinaire, c'est que premièrement, il connaissait la théorie du dédoublement du temps, qui nous permet de vivre, et que, heureusement pour nous, nous sommes aidés pendant 1000 ans, tous les 5000 ans, sinon nous ne pourrons pas survivre sur Terre, qui est une terre inhospitalière. Certains en ont fait un paradis. On serait sur Terre pour être créé à l'image du Créateur. Alors je ne sais pas si, c'est pas pour vous comme pour moi, mais moi le matin, quand je me regarde dans la glace et je me dis tu t'approches de la perfection de jour en jour, et ça alors, comment il doit être le Créateur quand je vois tous les vieillards autour de moi? Remarquez s'il a Alzheimer encore. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On est sur Terre, pourquoi? Voilà qui est le plus intéressant. Ben, la théorie de doublement vous permet de le savoir. Vous avez des potentiels dont vous êtes responsable. Eh ben, vous arrangez vos potentiels avant la fin du cycle. Pendant tout le cycle, vous avez pu fabriquer des potentiels dangereux qui vous empêcheront de sortir de ce monde. Vous allez dire parce qu'on sort du monde pour aller dans un autre? Ben, si des dieux viennent d'ailleurs, nous sommes bien des extraterrestres pour des autres. Ouais, tout ça, c'est complètement anarchique. Hein. Alors vous voyez, Rémi disait des tas de choses comme quoi j'étais pas reconnu scientifiquement. Je suis reconnu scientifiquement par des hommes intègres, honnêtes, mais qui se cachent. Ils ont honte de parler de moi. Parce que je parle de choses qui sont... Mais moi, j'en ai rien à faire. Moi, personne ne me paye. Les autres, ils sont payés par des universités et des labos. Ils ne peuvent pas parler comme je parle. Mais sortis d'une estrade, ils parlent comme moi. Alors évidemment, comment faire? Je vais vous dire, en début de l'année prochaine, il y aura une publication scientifique qui va résumer toutes les publications scientifiques, et ça fait en français et en anglais, et à mon avis, elle sera du niveau, allez, maths sup, peut-être maths spé. Vous savez, le niveau des préparations aux grandes écoles. Voilà. Mais pourquoi pas, on pourrait peut-être le faire au niveau maternel supérieur. Car en fait, c'est un principe vital que tout enfant reconnaît. Parlez à un enfant de moins de 7 ans de son double. Vous allez avoir des surprises.
Les enfants savent. Alors pourquoi nous, on s'est caché tout ça? Eh bien, il faut arrêter de se cacher parce que c'est vrai que l'année prochaine, quand même, si la date est approximative et valable, il va y avoir des informations qui vont nous venir dont on ne sera peut-être pas très à l'aise en les recevant. Parce que si on peut se cacher des informations, notre corps les reçoit de plein fouet. Et notre corps, s'il n'accepte pas les informations, eh bien, il va mal. Alors des fois, il le dit violemment. Voilà, et vous me disiez à ce sujet-là qu'avant l'incursion des dieux dans notre monde, donc pour les années à venir, quand même, puisque là on va vers une période de 1080 ans qui est un âge d'or. Oui. On y arrive. Qui est même le meilleur des âges d'or, puisque ça permettait, ce que disaient les anciens, de retrouver son visage de créature du Créateur. C'est pour ça qu'il était représenté par un visage qu'on appelle un visage d'ange ailé. On retrouve en fait l'image telle que nous sommes dans notre mémoire, qui n'a rien à voir avec le Cro-Magnon que nous sommes ici. Ici, nous habitons un singe, mais nous ne sommes pas ce singe. Regardez aussi une autre chose. Ça fait 20 ans que je dis qu'au siècle dernier, donc il y a 25 920 ans, a disparu Néandertal. Pourquoi? Fin de cycle, il s'en va. Cro-Magnon, moins intelligent que Néandertal, reste. Si les dieux viennent sur Terre tous les 5000 ans, s'ils doivent laisser une incarnation lamentable, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont triturer la génétique et dans Cro-Magnon, ils vont y mettre du Néandertal. Alors moi, on me disait, depuis des années, on me disait, c'est comme si tu veux mélanger la carpe et le lapin. On n'a jamais réussi à avoir un petit entre une carpe et un lapin. Eh bien, figurez-vous, maintenant, ça y est, on a trouvé du Néandertal en Cro-Magnon. On a réussi à trouver, pardon? Dans notre génome, nous avons du Néandertal. Donc, nous sommes issus d'une trituration génétique. Alors, regardez un petit peu la chose ahurissante aussi. On triture la génétique il y a 25 000 ans, comme on ne saurait pas le faire de nos jours, avec des hommes qui sont au fond d'une grotte, échevelés livides au milieu des tempêtes, vous savez, et qui sortent juste pour traîner leurs femmes par les cheveux, avec un gourdin, un silex, pour aller chasser, pour manger. Et le soir, comme ils n'ont rien à faire, au fond de la grotte, ils triturent la génétique pour transformer un Cro-Magnon en Néandertal. On veut nous faire croire des choses pareilles. Il y a 5000 ans, les Sumériens écrits ont créé Adamou, avec 6 déesses. Le premier qu'on fait, il est non reproductible. Alors on recommence. C'est écrit tout ça. Et on vient de découvrir que nous sommes issus de 6 femmes. Alors pourquoi cacher tout cela? À quoi ça sert de cacher tout cela? Eh bien évidemment, ça met des principes philosophiques et religieux un peu à l'écart. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il y a eu des hommes de bonne foi qui, pendant 5000 ans, nous ont guidés pour aller vers le meilleur avenir possible. Ils ont eu besoin d'utiliser ce qu'ils connaissaient. Ils ont été dans une bonne foi. La preuve, c'est que nous arrivons à la fin. L'incarnation est là. Nous sommes 7 milliards d'individus. Et la théorie du dédoublement montre aussi que pour que nous puissions avoir toutes les informations nécessaires pour survivre à la fin des temps, nous avons besoin de 6 milliards 912 millions d'habitants sur Terre. Et ce n'est pas un hasard. Ah oui, il y a trop de choses qui vont toutes dans le même sens. Alors le petit livre là, qu'on a sorti juste avant le 21, c'est pour vous montrer tout cela, très rapidement. C'est écrit sous forme d'une fable, parce qu'évidemment une fable, on sait bien que c'est faux une fable. On a le droit de dire tout ce qu'on veut. Mais pour ceux qui liront ces livres, ils vont voir que tout est vrai derrière. Et il y a même des choses encore cachées qui feront l'objet d'un livre suivant pour compléter celui-là. Car il y a matière et matière, et il faut vite la voir. Alors si on attend d'avoir des publications scientifiques reconnues, admises, pour pouvoir ensuite appliquer ça, en sachant que l'application fait fuir les scientifiques, alors quoi faire? Puis d'un autre côté, on ne peut pas crier haro sur le baudet sur les scientifiques. Un scientifique qui, par exemple, en France, travaille au CNRS, s'il parle comme moi, il est foutu. On a eu un exemple avec Jean-Pierre Petit.
qui s'est suicidé. C'est un grand bonhomme, Jean-Pierre Petit. Ben oui, mais il a parlé de choses dont on ne doit pas parler. Il s'amusait à parler d'extraterrestres en France où il n'y en a pas. Vous savez, il n'y a pas de radioactivité, il n'y a pas d'ovnis, il n'y a pas d'extraterrestres en France. Restez-y, vous allez être tranquille pendant 1000 ans. Voilà ce qu'il faut se dire. Donc, revenons-en à l'imminence de cette période. Moi aussi, j'ai une manche plus longue. D'un côté Donc, que de l'autre. À l'imminence de cette période, avant l'incursion des dieux, parce qu'on en parle aussi, hein, les soucoupes volantes, etc. Vous me disiez, la première chose, c'est qu'on va recevoir en quantité des informations qu'on aura du mal à supporter, parce qu'aujourd'hui, entre le moment où on reçoit l'info et on a 40 jours pour la corriger, Voilà, et on n'aura plus ces 40 jours. Alors expliquez-nous cette loi des quarantaines, la loi de la quarantaine, du carême, etc., qui va disparaître. Alors, la quarantaine, qui est une loi donc connue des anciens, est une loi issue de la théorie du doublement qui nous montre que nous avons 12 informations nécessaires pour faire la synthèse de n'importe quel problème, n'importe quel potentiel. C'est-à-dire que pendant 3 jours, nous recevons les informations d'un endroit donné, disons la première chaîne. Zodiaque en grec, ça signifie au service de la vie. Donc la première chaîne zodiacale, 3 jours. En fait, c'est 2 jours 75, le calcul exact. Vous continuez, deuxième chaîne, troisième chaîne, il y en a 12. Quand vous avez fait les 12 chaînes, ça fait 36 jours. Vous faites la synthèse. Ça vous fait 39 jours. Au 40e jour, vous avez la synthèse de votre problème. Le problème est résolu. Tous les scientifiques le savent, puisque quand vous faites la quarantaine, c'est justement pour vous isoler des autres, afin que vous ne soyez pas à le risque de la contamination. Ben, les seuls scientifiques qui le reconnaissent maintenant, ce sont les microbes. Parce qu'eux, ils savent que s'ils n'ont pas réussi à vous tuer en 40 jours, c'est fini, ils ne peuvent plus. Mais il y a des scientifiques qui vous disent que c'est de l'ésotérisme, la quarantaine. Alors regardez la protection que c'est aussi. Quand j'ai un problème, je reçois les problèmes en 40 jours. C'est-à-dire que je m'habitue petit à petit au problème. Et je vais avoir le temps de trouver la solution. Et j'aurai 40 jours aussi pour trouver la solution. C'était connu aussi autrefois, parce qu'il y avait toujours une période de carême par an qui se terminait à la Pâque des Bois Fleuris. Et ensuite, 40 jours après, on recevait l'information du potentiel qu'on avait souhaité, qui était la Pentecôte, qui faisait les 80 jours. C'était des lois païennes connues, qu'on a remplacées par des lois chrétiennes parce qu'on pensait que c'était le mieux pour survivre. Et c'était sans doute vrai. En pleine période d'obscurantisme, on ne sait pas comment ça fonctionne, vaut mieux suivre ceux qui nous paraissent honnêtes. Mais cette quarantaine-là, qu'est-ce qui va se passer maintenant que nous rentrons dans la fin des 5130 ans et dans le début des 1000 ans? C'est que vous n'aurez plus cette coupure de 40 jours. Une information va avoir les 12 zodiaques d'un coup. Si en mémoire, vous n'avez pas la solution, alors là, votre corps va en pâtir. Comment se protéger? Contrôlez votre pensée et vous allez attirer les potentiels correspondant à votre pensée. Car quand vous vivez, vous ne vivez que de l'actualisation de potentiels mémorisés. Il y avait un grand poète français, Paul Éluard, qui disait une chose scientifique merveilleuse: le passé, c'est la mémoire du futur. Donc si vous pouvez mémoriser le futur avant de le vivre, le transformer chaque nuit, ben, ma foi, vous vivrez bien. Mais si on commence par dire, tu vas voir, le 21 décembre, tout le monde va crever, c'est pas avec des pensées comme ça qu'on ira mieux. Alors il faut inventer des histoires merveilleuses, comme savent le faire tous les enfants. Au sujet de Paul Éluard, j'en ai trouvé une autre aujourd'hui de Georges Bernanos, une citation qui dit « On ne subit pas l'avenir, on le fait ». Oui. Bernanos. Donc, au sujet de cette nouvelle période qui arrive, vous disiez les maladies, on ne supportera pas, etc. C'est déjà un peu ce qui se passe, non? Bah, c'est-à-dire que un peu transitoire. Le risque, c'est plutôt de, comme on dit vulgairement, péter les plombs. C'est-à-dire, si vous recevez des informations que vous ne pouvez pas contrôler et qui vous obligent à faire des choses, ça ressemble à la schizophrénie, à des délires. Regardez un schizophrène. Qu'est-ce que c'est un schizophrène? C'est quelqu'un qui fait des choses qu'il ne pense pas réellement faire. On le drogue. Ben, on ne va pas droguer l'humanité.
Remarquez, avec la démocratie, on est bien parti pour. Tenez, une chose très intéressante avec ce mot démocratie au niveau des anciens. Qu'est-ce que c'était la démocratie du temps des Grecs dans l'Antiquité? On allait se battre verbalement pour élire le gouverneur d'une ville. Mais une fois qu'il était élu, il n'y avait plus d'opposition. Tout le monde bâtissait le meilleur potentiel pour celui qui allait nous diriger pendant les années à venir. Donc on lui a inventé des futurs merveilleux. Regardez ce qu'on fait nous maintenant. Dès qu'il y en a un qui est élu, on lui tape dessus. Comment voulez-vous qu'il résiste? Qu'il soit intelligent ou bête, ça n'a pas d'importance. Il ne peut qu'actualiser les futurs à sa disposition. Alors fabriquons-lui les meilleurs futurs. Et puis puisque en fait, il suffit d'actualiser les meilleurs futurs, et que maintenant tous les futurs sont à la disposition de tout le monde, mais il n'y a même plus besoin de président. Nous sommes tous notre propre président. Ça, il faut qu'on avance un peu dans la phase de transition, non? Ça nécessite quelques petites révolutions. C'est pas pour tout de suite. Au niveau de l'esprit. Malheureusement, quand les gens ne vont pas assez vite, évidemment, ils font venir des potentiels qu'ils ne supportent pas. Et ces potentiels, comme ils ne les supportent pas, alors ils ne contrôlent plus leurs pensées et ils vont de mal en pis. C'est pour ça que le petit film que vous avez vu tout à l'heure, que j'aime bien, qui est une publicité pour un gilet de sauvetage, on voit une chaîne de solidarité. On a l'impression que c'est contagieux. Regardez un chaos qui arrive, vous avez tout de suite une chaîne de solidarité qui s'effectue. Et regardez jusqu'où ça peut aller avec l'exemple japonais de Fukushima. Il y a 6 mois après l'explosion de Fukushima, les paysans qui étaient ruinés, puisqu'ils n'arrivaient plus à vendre les produits irradiés, sont venus les vendre à Tokyo plus cher que les produits non irradiés. Et les Japonais ont acheté et mangé des produits irradiés par solidarité. On n'a jamais entendu parler de contamination. N'est-ce pas curieux? C'est à étudier des choses comme ça. Alors, évidemment, avant d'étudier, il faut vérifier que l'information est juste. Mais regardez un autre exemple, puisque je parle d'irradiation. À Hiroshima, il y avait un hôpital où les gens irradiés s'en sont sortis sans trop de problèmes. Et on a mis ça sur le compte d'une soupe. Une soupe, c'est pas une soupe, ça porte un nom japonais. Donc on a ressorti cette soupe pour Fukushima. Mais cette soupe, c'était lié à la solidarité des gens de l'hôpital. C'est pas la soupe, c'est que les gens étaient solidaires et qu'ils partageaient la même nourriture et que cette nourriture était distribuée à tous de façon égalitaire. Et c'est ça qui comptait. C'est qu'il n'y avait plus d'aspérité dans la société. C'était tout nivelé par la solidarité, par le contrôle de la pensée. Pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. C'est tout bête. Donc en fait, l'idée qu'on se fait de la chose est plus importante que la chose elle-même. Exactement. Ça, c'est une bonne définition. Et l'anticipation, car il faut savoir aussi une chose, c'est qu'avec ce mouvement de dédoublement, chaque fois que vous croyez vous poser une question, vous n'en avez pas le temps que déjà vous vous êtes posé une question, mais vous avez déjà la réponse en vous. Or, vous croyez que cette réponse vous tombe dessus comme ça par hasard. C'est vous qui l'avez déclenchée dans un temps imperceptible, que j'ai appelé ouverture temporelle. Vous verrez que si vous utilisez ça, vous allez comprendre tout le mécanisme de l'anticipation. Et on va comprendre le pourquoi des potentiels des particules. Pourquoi les particules ont plusieurs états potentiels et que l'observateur déclenche un état potentiel? Pourquoi nous ne voulons pas admettre que nous sommes des particules qui ont plusieurs états potentiels et qu'un observateur qui est nous-mêmes peut déclencher un état potentiel? C'est totalement physique. Et puis je dirais aussi, pour être un peu plus scientifique, en dernière phrase, que quand j'ai commencé à parler de la théorie du dédoublement et que je disais toutes les étoiles sont doubles, toutes les étoiles ont des planètes. Alors j'ai fait rire. J'ai même fait rire un immortel qui maintenant est le doyen des immortels et qui m'avait dit qu'il témoignerait
que je lui avais dit ça. À savoir que toutes les étoiles sont doubles et que toutes les étoiles ont des planètes. À l'époque, évidemment, on considérait qu'il y avait 3 à 4% d'étoiles doubles dans la galaxie. Maintenant, c'est l'inverse. On considère qu'il y a 5% d'étoiles qui font exception dans la galaxie et que toutes les autres sont doubles. Maintenant, on cherche des étoiles qui n'auraient pas de planète. On appelle ça des exoplanètes, vous avez certainement entendu parler de ça. Alors, vous voyez que quelque chose quand même que je disais, ça c'était en 93, tout à l'heure je parlais de 98, et 93, eh bien, ça n'empêche pas que cet immortel, qui est toujours vivant, pourquoi ne témoignerait-il pas? Ben parce qu'il est immortel. Ça ne se fait pas. On reste dans un établissement qui nous a mis dans les postes honorifiques. On ne va quand même pas se faire jeter comme un malpropre en racontant des bêtises. Après on dira, mais il est fou, vous avez vu ce qu'il a sorti? Oh, c'est normal, il a 97 ans. Oui, c'est très difficile le monde actuel. Alors il y a un espoir monumental, ce sont tous les enfants. Tous les enfants, parce que les enfants qui sont nés après l'explosion solaire de 2003 ont tout leur potentiel à leur disposition. Ils en ont bien plus que leurs parents. Et alors eux, ils vont aller beaucoup plus vite que nous. Ils seront tellement actifs qu'on va les droguer. C'est déjà commencé dans certains pays d'ailleurs. Mais eux, ils peuvent nous sortir de là. Et on retrouve une parole d'un scientifique, toujours le même, qui s'appelait Jésus, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'est une protection, car les enfants de moins de 7 ans sont toujours avec leur double. Alors il faut leur apprendre une chose, c'est que quand ils imaginent une histoire, même une histoire horrible, le double arrange ça immédiatement. Donc ils ne la vivront pas. Mais quand ils arrivent à 7 ans, et qu'ils continuent à imaginer des choses horribles, si on ne leur a pas appris à arranger le potentiel qu'ils fabriquent par leurs histoires horribles, ils vont vivre des choses horribles. Et bien aux États-Unis, on s'aperçoit d'une chose assez ahurissante. Les enfants, et surtout les filles de 8 ans, se suicident dans une proportion inquiétante, puisqu'on parle de 7 millièmes. C'est quand même inquiétant. En France, on est protégé, vous savez, il n'y en a pas. Curieusement. Donc les enfants peuvent nous sortir de marasmes que les adultes ont préparés depuis des décennies. Est-ce que ce sont ces enfants qu'on appelle les indigos? Ah, ça n'a rien à voir. D'accord, donc cette propriété, c'est tous les enfants qui Oh, l'ont, et que sont les indigos par rapport à cela alors? Alors ça va peut-être être une conclusion que je peux donner. Comme le jour et la nuit de 2000 ans fait que nous vivons la nuit du poisson avec le double dans le passé. Et donc, je vous ai dit qu'à l'époque du bélier, on vivait sur Terre avec le double dans le futur. Ce qui faisait au particulier que le sacrifice humain n'a rien à voir avec des meurtres. Et que le sacrifice d'Abraham est dans un tout autre contexte que ce qu'on peut imaginer de nos jours. Donc on vit avec le double dans le passé, le double dans le futur, et vous avez un avatar qui vient entre les deux pour passer les doubles d'un côté et de l'autre. Il y a une période de 90 ans qui permet d'avoir sur Terre des êtres qui sont soit avec leur double dans le futur, soit avec leur double dans le passé. Donc la créature qui vient tous les 2000 ans pour faire ça peut avoir un double dans le passé, un double dans le futur, et être tranquille. Et donner l'impression de faire des miracles. Alors qu'en fait, elle possède instantanément le passé et le futur. Et ce sont des créatures qui peuvent dire « je suis dans le Père et le Père est en moi ». Ou comme disait Platon, « je suis celui qui est, celui qui était, celui qui sera ». Mais à vrai dire, je suis celui qui est. Donc tout ça, vous voyez que dans cette histoire des 90 ans, ça m'a permis de dater la naissance et même la mort de Jésus. Parce que Jésus vient sur Terre pour ramener les doubles d'un côté, pour les envoyer dans l'autre, et il y a des périodes clés où le futur est ouvert. Il faut donc qu'il meure à une date bien précise. Ça, vous pourrez trouver l'explication dans le livre. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que ces 90 ans, là, nous les vivons en ce moment. Donc il y a sur Terre, en ce moment, des enfants qui peuvent naître avec leur double dans le futur. Seulement, ils sont hors la loi, car c'est la fin du cycle des temps, et
évidemment, plus personne ne s'incarne à la fin d'un cycle, puisqu'on vient s'incarner pour arranger le futur que l'on a dérangé. Donc on ne va pas le déranger à nouveau si on en est sorti. Alors il y a très peu de ces enfants avec le double dans le futur. Cette appellation indigo a été donnée par des tradipraticiens chinois qui voyaient les auras et qui ont vu qu'il y avait pas mal d'enfants chinois qui avaient une aura indigo. Et ce sont les enfants eux-mêmes qui se sont appelés les indigos. Ce sont des personnages qui possèdent le futur bien avant de le vivre. Donc ils sont très différents de nous. Alors nous ne sommes pas dans ce contexte-là, mais il faut savoir comment marche la loi, parce que sinon, on vit n'importe comment. Imaginons, et là ça sera vraiment ma conclusion, imaginez que vous prenez un taxi, là, en sortant tout à l'heure, là, pour rentrer chez vous, et à peine vous êtes parti que vous lisez sur la pancarte derrière le chauffeur, « Je ne sais pas conduire, c'est la première fois, je ne connais pas le code de la route, mais vous inquiétez pas, j'ai la foi. » Là, s'il a la foi, vous avez les foi. Enfin, après avoir écrasé pas mal de personnes, mis des voitures dans le fossé, grillé des stops, cabossé pas mal de voitures, vous arrivez chez vous, ouf, vous avez perdu 10 kilos, mais ça va, vous êtes arrivé chez vous. Et il vous dit, oui, quand on a la foi, on arrive toujours au bout du chemin. Et vous dites, mais et tous ceux que vous avez tués? Mais ils n'avaient pas la foi. Nous avons vécu comme ça pendant 2000 ans. Sous prétexte, il fallait être fidèle ou infidèle. À quoi? On ne sait pas. Il fallait être croyant ou incroyant. À quoi? On ne sait pas. Le mot grec pistis, qui signifie digne de foi, certitude digne de foi, a été transformé en foi. Le Coran, fidèle à la loi ou infidèle à la loi étant la soumission, est devenu fidèle ou infidèle. À quoi? On ne sait pas. Vous vous rendez compte? Mais c'est comme le chauffeur de taxi. Alors il vaut mieux avoir un chauffeur de taxi qui connaît la loi, même si dans Paris il roule à 150. Au moins vous savez que vous êtes hors la loi. Car quand on connaît la loi, on s'aperçoit qu'on est souvent hors la loi. Alors on fait attention. Mais quand on croit être toujours dans la loi sous prétexte qu'on croit en Dieu, alors là c'est dramatique. On est comme ce chauffeur de taxi. Voilà, je vous laisse aux questions ou à... Ok, bah juste avant, moi oh, j'aurais oui, eu. passe-les. Alors juste avant, vous voyez cette représentation du cycle des temps. En fait, elle était connue des Égyptiens avec les 12 portes de l'éternité. Et puis un certain nombre de visuels au sujet de l'incursion des dieux pendant ces périodes de 1080 ans. Vous savez qu'il y a un certain nombre de représentations. Donc là, une illustration de 1479. Donc ça, on n'était pas dans une phase d'incursion des dieux. Mais autrement, on trouve dans toutes les civilisations, et j'ai fait un petit tour du monde, des représentations, enfin de certaines représentations de cette incursion des dieux. Donc en Inde, avec la monture céleste de Vishnu, qui a 2 représentations ici. En Amérique du Sud, vous voyez des vaisseaux qui peuvent être des bijoux Kimbaya. Alors j'ai mis bijoux entre parenthèses parce qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est, mais ça ressemble quand même curieusement. Et ça, c'est daté d'à peu près, c'est plus de 3 ou 4 000 ans. Donc c'est bien probablement des périodes de 5 000 ans. En Bolivie, des représentations qui laissent pas beaucoup d'interprétations ou de doutes. En Amérique du Sud, toujours, ici agrandi, d'Ale Palenque, dont on dirait qu'il est quand même aux commandes d'un véhicule, alors pas une moto, mais un véhicule un peu ici, il est non colorisé ou coloré. Ici, il est coloré et c'est un peu plus significatif, un peu plus, on distingue mieux. En Australie, avec ce portrait, alors peut-être que Gilinia, la mère primordiale des aborigènes, peut-être faisait-elle partie des 6. On n'en sait rien. En tout cas, des représentations quand même très étonnantes qui sont datées de ces périodes-là. Donc à peu près 5000 ans, on en trouve partout. Beaucoup dans le Sahara aussi, en voilà quelques-unes. Avec des véhicules, toujours dans le Sahara. Et
Alors les créatures qui viennent de l'extérieur, Jean-Pierre, elles peuvent avoir toute... En fait, on ne sait pas, elles peuvent avoir toute forme. Ah bah ça, j'en sais rien. En Amérique du Nord, aussi... La seule chose que l'on peut dire, c'est que on doit avoir une mémoire commune. Donc on ne peut attirer que ce qui est souhaitable. Donc si nous pensons à des gens pacifiques, c'est que nous le sommes. Donc on voit bien qu'on va attirer des gens extrêmement pacifiques, puisque l'humanité vit dans une paix remarquable. Oui, c'est ça. Donc les premières incursions qu'on risque de voir, ça sera quand même pas... beaucoup de personnes parlent là de ce qui va se passer le 21 décembre, et notamment de vaisseaux, etc. Les premiers que l'on verra, a priori, sont pas des amis. Ça dépend, parce que l'intérêt de cette fin du cycle des temps, c'est qu'on peut recevoir les informations en même temps, mais immédiatement avoir le bouclier nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut refuser une information instantanément. Si elle est capable de nous venir à nous instantanément, c'est qu'aussi nous pouvons la refuser instantanément. Le problème on prend quelqu'un de belliqueux, il peut devenir pacifique en une seconde. À ce moment-là, il n'attire plus le même potentiel. C'est le potentiel du moment qui nous fait vivre. Si je suis dans une recherche de potentiel de bienveillance, je vais vivre dans la bienveillance. Si je suis dans une recherche de potentiel de malveillance, je vais vivre dans la malveillance. Mais c'est instantané. Donc on va bénéficier de ce côté instantané qu'on n'avait pas avant. Donc le plus important, et peut-être le plus difficile, c'est le contrôle des pensées. Voilà. Parce qu'avant, vous pouviez avoir une pensée détestable, et c'était votre arrière-petit-fils qui allait récupérer la conséquence de cette pensée, et ça nous donnait l'impression d'un destin horrible, parce qu'on était un manque de liberté totale. Tandis que là, vous pouvez changer votre destin à la seconde, instantanément. Ah, vous voyez, en France, il y a aussi des vaisseaux, mais c'était avant la démocratie. Voilà, et alors je finirai par ce visuel parce qu'il est quand même très étonnant. On a parlé des pyramides et des blocs monumentaux, mais là quand même 1000 tonnes, je crois qu'il faudrait 40 000 hommes pour le porter à raison d'à peu près... Donc on voit bien, vous voyez le rapport, il y a autre chose, quoi. Je vous signale qu'au niveau expérimental à l'heure actuelle, on arrive à soulever, ça peut penser, des poids de l'ordre de 10 kilos à peu près, en ce moment. Par la pensée. Par la pensée. Mais c'est des expériences qui sont menées. C'est en Inde, oui, des expériences qui sont menées en Inde. Mais là-bas, vous savez, c'est le système gourou, donc c'est tout de suite considéré comme, comment dire, suspect. Très suspect. Très, très suspect. Mais pour revenir, par exemple, au Nil, on sait maintenant, à cause des pyramides, on sait maintenant que le Nil a été détourné et qu'il a été creusé, détourné en creusant dans le granit sur 60 km. Les photosatellites montrent ce travail. Alors on imagine l'homme avec son silex. Vous vous rendez compte ? Il en a fallu des hommes pour creuser 60 km dans la montagne pour détourner le Nil. Alors on n'avait pas de preuve de ça. On disait le Nil se jetait vers le Mali par là. Et on a trouvé maintenant, il y a une dizaine d'années, un peu moins, des crocodiles du Nil. Au Mali. Ah. Ce sont des crocodiles qui sont enterrés dans le sable, et dès qu'il y a la pluie qui arrive, hop, le crocodile sort. Il n'y en a plus dans le Nil à cause du barrage, mais il y en a dans le Mali. Ce qui prouve bien que la vision satellite du cours du Nil qui se termine dans l'Atlantique, en passant par le Mali, et le canal qui a été fait pour faire monter le Nil vers la Méditerranée, est un exploit des hommes. Alors, s'il n'y a pas d'extraterrestres, je veux bien me pendre. Autre chose, tout à l'heure, je vous ai parlé du calendrier juif, hébraïque. Il est comme le calendrier maya, si ce n'est qu'il part de la création d'Adam. Et cette création d'Adam qui nécessite 666 ans, moins quelques années d'ouverture de porte, fait que nous sommes en ce moment en 5772. Vous avez exactement le même calendrier que le calendrier maya. Et le calendrier juif ne s'arrête pas en 5772, il continue. Tout comme le calendrier maya. Donc, pas d'inquiétude. Hein, on pourra passer un très bon Noël. Et si tout le monde s'amuse à penser dans le calme, nous aurons un Noël très calme.
Alors, vous avez dit tout à l'heure au sujet de la pensée, c'est une énergie. J'imagine c'est quelque chose qui n'est pas démontré, ça. Alors là, on rentre dans le système des particules avec ou sans masse. Le boson de Higgs vient de départager au niveau de la masse déjà. C'est la masse que je préfère. Non, c'est mauvaise. Mais pour vous dire une chose, c'est que l'information qui circule entre nous, émission-réception, c'est de l'énergie. Il y a un côté ondulatoire qui est obligatoire, une énergie. Or, apparemment, quand on pense, on ne perd pas d'énergie. Alors on se dit, la pensée n'est pas énergie puisqu'on ne perd pas de masse. Ça serait bien pour maigrir. Je pense et je maigris. Il y en a qui diraient, mais oui, mais les blondes, elles vont grossir. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que les blondes ne sont pas intelligentes. On se demande où ils ont été chercher ça. Bien plus intelligents que les hommes. Ceci dit, pourquoi ma pensée n'est pas une énergie dans le sens où on l'entend de façon classique? C'est que ma pensée va dans une ouverture temporelle imperceptible, capte la conséquence de sa pensée, c'est-à-dire récupère l'énergie perdue dans un temps qui, dans mon temps, n'existe pas. De ce fait, il n'y a ni gain ni perte, et tout ce que je pense n'apparaît pas comme une énergie. Mais il y a des échanges de particules. Et ces échanges de particules, on n'a pas encore compris qu'il y avait un mot scientifique derrière, c'était l'intrication. Et que cette intrication, on n'a pas compris que s'il y avait un temps aller-retour. Puisqu'on a fait scientifiquement, en ce moment, on considère que deux particules intriquées reçoivent l'information en même temps. Et moi j'ai dit, si elles reçoivent l'information en même temps, qui leur donne? Alors on va inventer une troisième particule qui va donner les... Et qui leur donne? Quatrième, cinquième, sixième. Il faut bien qu'il y en ait une au départ qui donne l'information. On n'a pas compris ce mécanisme. Ce mécanisme est vital. Dès que vous pensez, vous perdez de l'énergie, mais vous récupérez la conséquence de votre pensée avant même d'avoir le temps de savoir que vous avez pensé. Ce qui fait qu'il y en a, on a l'impression qu'ils ne pensent pas. Et ils reçoivent toutes leurs informations par intuition. Ils croient que ça vient d'ailleurs. Alors qu'ils déclenchent leurs intuitions. Vous avez dit tout à l'heure que l'amour, c'est pas une énergie. Non, c'est une émotion, conséquence d'une énergie. Si je contrôle ma pensée à l'égard de quelqu'un qui est aimable, je vais avoir en retour une émotion qui va être l'affection, l'amour. Si je contrôle mes pensées à l'égard d'une personne détestable, haïssable, je vais avoir une autre émotion qu'on va appeler la compassion. Ben regardez, une chose assez exceptionnelle, c'est que autrefois on savait que le contrôle de la pensée était une énergie. C'est écrit dans les vers d'or de Pythagore, 7 siècles et demi avant Jésus-Christ. Et on parle maintenant de principes fondamentaux, religieux ou philosophiques, à savoir les chrétiens, c'est l'amour, les bouddhistes, c'est la compassion. Il n'y a guère que les musulmans qui seraient encore dans la soumission et qui seraient plus dans la loi que les chrétiens et les bouddhistes. Car ils sont hors émotion. Je ne parle pas évidemment du mot associé, quand on associe à tort le mot musulman à terroriste. J'ai jamais entendu sur une chaîne de télé, un jour, il y a eu un attentat catholique. On a arrêté des protestants terroristes. J'ai jamais entendu ça. Hein. Vous voyez qu'on crée ce qu'on pense et on pense ce que l'on crée. Et vous disiez, j'en reviens à ce visuel de Mahomet qui disait justement qui était un grand scientifique. Sourate, oui. Que 1000 ans sont à tes yeux comme un jour. C'est-à-dire que dans cette sourate, Mahomet montre que un jour du Créateur sont pour nous 1000 ans. Donc il connaissait la différenciation des temps qui est une différenciation de perception du temps. Vous imaginez que si je me pose une question et que dans un temps imperceptible, je dispose de 1000 ans pour avoir la réponse. J'en ai les réponses. Je fais la synthèse, je reviens dans mon temps, je ne sais pas que je suis parti. Mais je reviens avec Et je reviens avec 1000 ans d'informations. C'est ce que l'on fait, nous aussi. 1000 ans d'informations résumées en une intuition.
résumée en une intuition qui nous guide vers quelque chose. Alors le problème est de savoir, est-ce que c'est moi-même qui me guide ou c'est quelqu'un d'autre? Car si c'est pas mon double qui me guide, je suis parasité. Et nous voyons que dans l'humanité actuelle, qui sont guidés par les émotions et non pas par une loi, eh bien ma foi, on est tous parasités. On fait des choses alors qu'on n'a même pas envie de les faire. On répond à des questions alors qu'il n'y a pas de réponse. Ou on va chercher des réponses à des questions qui n'existent pas. Il faut retrouver son double. C'est-à-dire il faut retrouver ce que les anciens appelaient le moi supérieur, le jumeau. Avant de passer les micros dans la salle, parce que je pense qu'il y aura des questions, un petit éclairage sur le rôle des trois messies, Bouddha, le Christ et Mahomet. Vous avez dit en fait et remarqué que Bouddha était venu ouvrir une porte au Christ que Mahomet avait refermé, et qu'en fait en regardant bien la date Pas tout à fait ça. Ah bah justement, vous allez nous éclairer. Et que, en fait, il y a quasiment une symétrie au moment de la naissance et de l'arrivée du premier, de la disparition du troisième par rapport au Christ. Oui, parce que quand on passe d'une époque, d'un jour à une nuit de 2000 ans, il y a 90 ans d'écluse, une écluse de 90 ans, il faut ouvrir la porte d'un côté, la refermer, ouvrir la porte de l'autre et la refermer. Et c'est des multiples de 90 ans qui sont en jeu là-dedans. Il y a 630 ans avant, 630 ans après, et pour l'ouverture, et il y a 90 ans où les deux portes sont fermées qui permet le changement de niveau. Alors sachant ça, ça m'a permis de voir qu'il y avait une figure exceptionnelle qui était Jésus, une autre figure exceptionnelle dont on connaît et la naissance et la mort, c'est Mahomet. Mahomet vient donc fermer la porte de l'écluse, que Bouddha avait fermé et ouvert de l'autre côté. Pourquoi Bouddha? On ne sait pas la date de naissance ni la date de la mort de Bouddha. Mais par cette histoire d'écluse, on peut dater la naissance de Bouddha. Il vient pour ouvrir une porte, Jésus la referme, puis Mahomet vient ouvrir l'autre porte et la referme. Et on s'aperçoit que les vies de Bouddha et de Mahomet, d'après les écrits, sont très symétriques dans ce sens. C'est-à-dire que l'intuition de Bouddha va de mieux en mieux au fur et à mesure qu'il vieillit, tandis que l'intuition de Mahomet va moins bien au fur et à mesure qu'il vieillit. Et il en arrive à dire une chose qu'on ne comprend pas, et qui est pourtant très compréhensible quand on connaît cette loi. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, c'est Mahomet qui ira à la montagne. Mais la montagne, en fait, c'est l'information, c'est pas du tout la montagne. Il n'est pas fou, Mahomet, il déplace pas les montagnes. Et Bouddha, c'est l'inverse. On voit bien cette symétrie. Donc on voit bien que tout est calculé et que notre incarnation n'est pas le fruit du hasard. Et regardez une chose, on vient arranger des potentiels dans notre vie actuelle. On ne s'est pas pressé pendant les 25 000 ans. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour venir sur Terre. Et puis à la fin, faut y aller. Parce que si vous n'arrangez pas vos potentiels avant la fin, vous allez y rester. Alors il y en a qui trouvent que c'est très bien de rester sur Terre. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui parlent du paradis. Ils mettent le plus de temps à y aller. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans quand on ne connaît pas la loi. Il faut absolument connaître la loi. Et la loi, elle est très simple. La loi physique aussi est très simple. Bon, alors pourquoi moi je me suis orienté là-dessus? J'en sais rien. Mais on est tous programmés. Ne croyez pas qu'on fait des choses par hasard. On a tous des choses à faire. Et on est dirigé sans trop le savoir. Tout à l'heure, Rémi vous a parlé que j'avais un père militaire. C'est à cause du père militaire et à cause de la majorité à 21 ans à mon époque que j'étais obligé de faire de la recherche scientifique, enfin des mathématiques et de la physique. Et c'était une obligation liée au fait que j'avais eu mon bac trop tôt et qu'il fallait que j'attende 21 ans pour pouvoir faire ce que je voulais. Et ce que je voulais n'avait rien à voir avec la science. Et il s'est trouvé que finalement, je me suis retrouvé
dans le système scientifique. Pourquoi, comment? On est tous programmés et on ne le sait pas. Finalement, votre père avait raison. Oui, ça aurait été dommage quand même. Oui, il avait raison de me pousser. D'un autre côté, j'ai fait aussi du grec chez les jésuites quand j'étais jeune. Vraiment, qu'est-ce que ça pouvait être embêtant, ce grec. Mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas compris la loi du dédoublement du temps. Car figurez-vous que les particules qui se dédoublent ont 27 points de passage obligés et que ces points de passage obligés, le mouvement des particules décrivent les 27 lettres grecques. Il n'y en a plus que 24 de nos jours, mais il y en avait 27 autrefois. J'ai retrouvé les 3 manquantes par la théorie du dédoublement. Et de ce fait, je me suis aperçu que le grec était la loi du dédoublement. Alors évidemment, j'ai eu une ovation à l'université à Athènes. Je n'ai pas été encore à l'université à Jérusalem. Parce que dire que le grec est la loi du dédoublement... Et qui serait antérieur à l'hébreu. Et qui est antérieur à l'hébreu, c'est pas accepté partout. Bon, on va s'en tenir là. Je pense qu'il y aura très peu de questions. Des questions dans la salle. Donc je vais passer les micros. Si vous avez des questions, vous levez la main et je m'approche de vous et on peut remercier Jean-Pierre. Merci. Merci.